Bonsoir, bonsoir. Et oui, je suis là. C'est vrai qu'on a du retard aujourd'hui. Il est 16h15, mais j'ai fait tout mon possible pour être à l'heure. Quelques soucis techniques, mais on est présent. On est sur le plateau des veines culturelles Baïnaïla, avec un invité, bien entendu. Mais avant, comme on nous genre, étant nous pareil, fait grand langage, coup de cœur. Snapchat, Facebook, t'es partout. T'as mis mes DM sous les verrous. On s'est capté dans un bar, mais je t'avoue que c'est pas toi que je m'attendais à voir. T'as répondu sur le frontel de ton pote. T'as pris le contact et ensuite tu m'as bloqué. Je salue l'action, ouais t'as l'ambition, mais si c'est pas toi que j'ai check avec. Tu pensais avoir tiré dans le mille, moi je volais ton Joe. Tu rêvais de faire de moi ta dulcinée, mauvais numéro. Bah tu dois changer de cible. Non tu n'es pas dans ma ligne de mire. Tu pensais avoir tiré dans le mille, moi je volais ton Joe. Toi t'es que le poteau du gros lot. Je dis pas que t'es pas intéressant, là n'est pas la question. Non. Avoue que tu n'es pas tout blanc. Arrête un peu de te faire semblant, j'ai déjà tout. Ouais, tu me fais taper des barres. Même si on se parle tard le soir, ça fait pas tout. Je veux pas de friendzone, mais tu cherches. Dis à Cupidon qu'il a pensé avoir fait dans le mille. Moi je volais ton Joe. Tu rêvais de faire de moi ta dulcinée, mauvais numéro. Oh, tu dois changer de cible. Non, tu n'es pas dans ma ligne de mire. Tu pensais avoir tiré dans le mille. Moi, je volais ton Joe. Toi, t'es que le poteau du gros lot. J'ai peut-être laissé croire qu'il y avait un espoir. Fini la diplomatie. Je suis juste un peu trop sociable, faut pas m'en vouloir. C'est l'histoire de ma vie. Je suis pas sur toi, ramène-moi ton ami, je veux pas de toi. Je pense que là t'as compris, je serai pas ta go, non. Efface mon numéro, je suis pas sur toi, ramène-moi ton ami, je veux pas de toi. Je pense que là t'as compris, je serai pas ta go, non. Efface mon numéro, efface mon numéro, J'espère que vous avez pris plaisir sur ce coup de cœur. Franchement, on va entendre parler d'elle. On continuera à avoir les informations. Mais on continue. Donc, vous savez, mon invité du jour est d'une commune particulière en Guadeloupe. On va dire c'est une mise à l'honneur. Mais avant d'aller à mon invité, avant de le saluer, on va faire quelque chose qui est important pour lui, mais pour toute la Guadeloupe. Une annonce hier, une tragédie. On souhaite beaucoup de condoléances. Alfred Donahéry est décédé hier à l'âge de 79 ans. Il a été justement maire d'Anse-Bertrand. C'est un homme politique connu qui a effectivement mis sa pierre à l'édifice dans l'histoire politique guadeloupéenne. Donc on souhaite à sa famille beaucoup de courage. C'est vrai que c'est pas facile. C'est jamais facile de perdre un être cher. Mais la Guadeloupe, effectivement, a perdu un grand homme. Et c'est vraiment, faut qu'on pense à ce qu'il a fait, faut qu'on pense à ce que les ancêtres ont vécu avec ce monsieur qui a été maire pendant de nombreuses années. Et puis, courage et reposer en paix. Alors, on revient à notre invité, on va le saluer. On va dire bonsoir à Max Gravelot. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Donc, j'ai fait l'introduction, vous êtes d'Anse-Bertrand? Oui, j'ai été élevé à Anse-Bertrand dès mon plus jeune âge. Alors, justement, Max n'est pas sur mon plateau pour rien. On ne va rien qu'inviter mon pour rien. Max est l'auteur d'un livre sorti aux éditions Nextor. Je vous le montre. Déjà, le titre interpelle. La porte qu'il ne fallait pas
ouvrir. Déjà, quand il m'a appelé, je vais faire une anecdote, parce qu'on est là entre nous, j'ai dit la porte qu'il ne fallait pas ouvrir, et j'ai explosé de rire. J'ai fait, bon, il a été ouvert une porte qu'il ne fallait pas, et donc j'ai dit, non, c'est trop intéressant. Déjà, le titre, donc il faut absolument l'inviter pour savoir justement quelle porte qu'il ne fallait pas ouvrir. Donc, avant d'entrer dans le nom du truc, on va se tourner vers l'invité pour savoir, bien entendu, qui il est, comment il est arrivé justement à cette écriture, quel est son parcours justement, parce que dans le livre, il parle beaucoup, on voit que c'est une autobiographie, c'est un récit de vie où il parle de son enfance à ce jour. Et bien avec lui, on va parcourir justement ces chapitres de sa vie. Alors, on va d'abord commencer par un retour à l'enfance, Max. Bien sûr. Alors, quel était l'effet le plus marquant de ta vie? Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est l'éducation qui fait l'homme. Alors, quand je lis le livre, parce que ceux qui ne l'ont pas encore acheté, courez, allez, parce que ça se mange comme du petit pain. Quel est, dans ton enfance, qui t'a le plus marqué? Bien, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis entré à l'école, j'avais 5 ans, et mes parents ont voulu que je sois scolarisé avant l'âge. Ah, okay. Et donc, le directeur, je le voyais, un homme comme ça, j'avais peur. Et ma mère, qui avait déjà le culte de la performance, me dit non, tu sais lire, tu peux entrer à l'école. Ouais. Évidemment, le directeur a dit bon, mais cet enfant-là va embarrasser la maîtresse. Où est-ce qu'on va avec un enfant de 5 ans et madame, l'enfant ne sait pas lire. Ha. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un livre de lecture et il me dit je vais vous démontrer que l'enfant ne sait pas lire. Alors, il saisit un livre, il me dit vous pouvez lire ici. Évidemment, je connais le livre par cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant d'entrer à l'école, ma mère m'avait déjà enseigné et je savais tous les chapitres du livre jusqu'à maintenant. Mais sans comprendre vraiment ce que voulait dire. Oui. Par exemple, quand on parle de la cabane du sabotier, ben, évidemment, on n'a pas d'hiver ici, je ne comprenais pas. Tout à fait. Et il me dit le semeur. Et je dis, ben, le semeur, on plante de la canne en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on sème? Je ne comprends pas. Ouais. Mais je sais que c'est le semeur. Ouais. Et quand il me dit, Paul a un manteau neuf, j'ai dit, bon, un manteau neuf. Paul a une veste, ils se sont trompés. Parce que pour nous, ici, un manteau... Oui, c'est pas des mots c'est pas des mots habituels. C'est pas des mots habituels. Donc tout ça, ça m'avait marqué. Et quand le directeur a vu finalement que l'enfant sait lire, bon, j'étais scolarisé. Très jeune. Ouais. Et durant cette... Justement, c'est vrai que là, c'était du par cœur, mais durant cette scolarité, la peur s'en est allée. Comment ça s'est passé avec... Parce que justement, dans le livre, on parle aussi de cette performance soit, mais c'est la rencontre avec quelqu'un d'autre. Une personne qui n'est pas de la même couleur que nous, quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui, effectivement, a une lecture fluide. Parce que, apparemment, vous dites que vous êtes impressionné par cette personne. Mais oui, mais j'essaie de me battre, je ne me laisse pas faire. Mais je me rends compte que lui, il comprend tout. Alors, je m'accroche, tant bien mal. Tant bien. Mais je n'arrive pas à le suivre parce que lui, il est né là-bas, il est le fils du gendarme. Il arrive, quand on dit de raconter une journée au marché, je ne vous dis pas. Lui, il raconte une journée au marché comme ça se passe en métropole. Mais moi, une journée au marché, il n'y avait pas de marché. Donc, je ne savais pas quoi dire. Et c'est partant de là, je me suis rendu compte un peu plus tard, quand je devais apprendre à ma fille à lire à son tour, je suis tombé sur cette méthode Brochère. Ah oui, cette fameuse méthode que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Donc, il parle, bien entendu, de Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, moi, je vois La rue à midi. Je dis, mais je connais ce livre-là. Je vois Le déjeuner de bébé. Ouais. Je dis, mais maintenant, je comprends. Le chat où on ronde devant le rôti. Mais chez mes parents, il n'y avait pas de rôti, il n'y avait aucun chat. On ne pouvait pas se projeter. On ne pouvait pas se projeter. Et j'ai feuilleté le livre d'un trait et j'ai compris que c'était une éducation qu'on nous avait imposée, mais qui ne correspondait pas à la réalité de notre île. Alors, plus tard faisant, on arrive à l'âge adulte, il faut partir. Vous partez à quel âge? Alors, je pars après la première, bon, très jeune. Ouais. Je pars parce que mes cousins sont partis en métropole, mon meilleur ami est parti en métropole, j'ai envie d'aller voir aussi là-bas, j'ai dit je vais terminer ma scolarité là-bas, donc je pars. Ouais.
Ma mère me dit, bon, de toute façon, tu seras obligé de partir. Si tu vas chez ta tati, je ne vois pas d'inconvénient. Donc, je suis parti. J'arrive à Paris. Deuxième choc encore. Ils me disent, on est dans Paris. Je dis, pardon? Mais je veux aller au centre de Paris. On me dit, mon cousin me dit, mais oui, tu es à Paris. Voilà le Moulin Rouge. J'ai dit, c'est ça qu'on nous montre à la télé? On est choqué. Alors, je suis choqué. Après, ma grand-mère m'emmène au lycée. J'arrive au lycée, je regarde ce lycée, je regarde les enfants qui sont là. Un deuxième choc. J'ai dit, mais il me faut un établissement à ma portée. Et je passe un concours à l'Institut informatique. Je suis admis et je porte manœuvre, comme on dit, pour me sauver. Parce que je ne suis pas bien, je ne peux pas m'adapter. Alors, pour arriver à notre histoire, est-ce que durant cette période, on subit déjà, on a encore des embûches ou bien tout réussit? Jusque-là, on ne se pose aucun problème, on va de l'avant, tout ce qu'on touche est or? Ah non, certainement pas, parce que c'est un parcours du combattant. Déjà, j'ai voulu faire de la musique parallèlement. J'entre au conservatoire municipal de Saint-Denis. Le prof me dit, mais monsieur, il faut connaître la clé de fa, la clé de sol par cœur. Qu'est-ce que vous savez? J'avais pris quelques leçons à Pointe-à-Pitre chez Madame Alphonse, mais ça ne suffisait pas. Il m'a dit, bon, écoutez, votre cas n'est pas désespéré, mais je vous dis d'emblée, je vais vous mettre avec les enfants de 5 ans. Carrément. Alors, j'ai déjà 19 ans, je me mets avec des enfants de 5 ans qui connaissent du bout des doigts la clé de sol, la clé de fa. J'ai dit non, c'est trop pour mon cerveau, je n'arrive pas. Donc, j'ai abandonné. C'était pas très facile. La vie là-bas n'était pas aussi facile qu'on le prétendait avant de partir. C'était encore dans les années 70. Elle n'était pas comme maintenant non plus. D'accord. Et l'avantage que j'avais mes cousins, mes cousines, j'avais mon meilleur ami là-bas. Donc, à la limite, ça allait. Il ne faut pas oublier qu'un fils unique, qui est privé de ses amis, privé de ses cousins, donc il se dit, ben, pourquoi rester en Guadeloupe? Donc, on se fait déjà, on se forge déjà. On se forge déjà, voilà. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on est dans cette progression, donc on rentre dans le monde du travail. Alors, je rentre dans le monde du travail. Là encore, c'est un parcours totalement atypique. J'arrive avec un diplôme de programmeur ici. Les banques me disent, mais monsieur, on ne peut pas vous payer avec ce diplôme-là. Nous avons des comptables ici, il faut les former. Nous sommes dans les années 73-74, un informaticien est cher payé. Donc, c'est le début de l'informatique. Alors, tout le monde hésite. On me dit, non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et finalement, je suis resté une année, voire même plus, à attendre. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas de ce côté-là, et je suis reparti à la case départ, en passant les concours, dans tous les concours, dans toutes les administrations. Donc, finalement, cette notion que on part là-bas, on va chercher un diplôme, on a l'impression qu'on juxtapose avec l'année, il n'y a rien de changé. En 40 ans, il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé. Vous arrivez ici, on vous regarde comme si vous êtes un extraterrestre. Le directeur même qui m'a embauché m'a dit, mais monsieur, je ne peux pas vous donner un emploi de bureau avec ce diplôme-là. Ce n'est pas possible. Il n'a pas voulu. C'est quand je lui ai expliqué mon parcours, je lui ai dit pourquoi je suis revenu et comment je suis revenu. À ce moment-là, il m'a dit, bon, écoutez, je vous donne une chance. Je vous embauche en tant qu'agent, mais je vous inscris tout de suite au SIDAM, dans notre administration, et vous préparez le concours. Il m'a mis un bureau, il m'a dit, vous vous asseyez pas avec tout le monde, vous restez là et vous préparez ce concours-là. Donc, dès le départ, pour qu'on puisse bien comprendre, vous êtes déjà à l'écart. À l'écart. Et l'année d'après, je passe le concours et il envoie des écluses de joie tombent sur nous à la maison. Le directeur envoie un télégramme à l'époque, en 70, à mes parents pour dire que j'ai été admis 5e ou 6e et que c'était une belle performance. Et ma mère était folle de joie, un télégramme que son fils a été admis. Je rigole, mais à l'époque, quand il y avait 1 ou 2 jeunes qui réussissaient au bac à Hans Bertrand, c'était la fête. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas très loin de l'esclavage. C'est une population qui a été abandonnée dans le Nord parce que excentrée. Donc,
nous vivons vraiment des moments difficiles. Déjà, quand nous étions au lycée à Pointe-à-Pitre, oui, c'est vrai. C'était pas chose facile. Hein? C'est vrai que quand on aime bien appeler les gens de Massieu, parce que je pense que les gens qui nous regardent, c'est resté très très longtemps. Ça vous a collé à la peau. Ah oui, mon Massieu baissé. Hein? Ouais. Même si vous n'étiez pas de Massieu, j'ai habité à Pointe-à-Pitre, mais on continue à me dire mon Massieu baissé. Oui, parce que vous étiez en 11 donc c'est ça. Et je discutais avec un ami récemment, il me dit, mais Max, tu sais le nombre de médecins qu'il y a à Massieu maintenant? Il y en a beaucoup. Et il me dit même pas de médecins généralistes, mais de professeurs en cardiologie. J'ai une petite cousine qui est professeure en ophtalmologie. Donc, on a beaucoup de gens dans ce Bertrand qui sont malheureusement victimes de ces a priori-là, mais qui ont heureusement démontré qu'ils étaient capables aussi. On va faire un aparté parce qu'on le retrouve dans la lecture. Oui. Anse Bertrand a quand même effectivement, parce qu'on dit Guadeloupe terre de champions. Oui. Anse Bertrand, on peut dire que c'est la ville de champions. Eh bien, effectivement. Johan Gene a participé combien de fois au Tour de France? Oui. L'homme le plus musclé de la planète, c'est quelqu'un de Campèche, à quelques encablures de Massieu. Hein? C'est Serge Nubret. Tout à fait. Et il a été l'homme le plus musclé du monde. C'est vrai. Et il y en a encore d'autres. Hein, qui a fait gagner la France? En 98, on se rappelle bien. 2 buts. Lilian Thuram. Lilian Thuram habitait à deux pâtés de maison de chez moi. Ouais. Donc, nous, c'était en quelque sorte notre revanche. On disait, bon, on nous appelait Moun Massieu, Moun Bois, Moun la chien cachapé paquet, mais nous étions capables de démontrer notre force. Alors, donc une fois diplôme en poche, parce qu'on voit que franchement, depuis 5 ans, mine de rien, quand on analyse, c'est déjà un combat perpétuel, un combat de tous les jours. Jusqu'à ce jour. Et puis, on arrive, on est diplômé, on est inscrit, on rentre dans une administration. Oui. Et on commence à faire carrière. Alors, je commence à faire carrière, mais moralité, c'est la règle. Il faut repartir en métropole, parce qu'il n'y a pas de poste. Quand vous passez le concours, il faut repartir en métropole. Là-bas. Okay. Alors, le directeur qui m'avait embauché, il m'a dit, bon, écoutez, je comprends cette situation-là, j'accepte de vous former sur place, seulement je suis obligé de vous mettre à Marie-Galante. Alors, je suis arrivé à Marie-Galante. À l'époque, il fallait prendre le général du Gommier. C'était depuis 6 heures du matin, voyez, avec des cochons, des cabris, des poules. Ça n'a rien à voir avec le transport. Maintenant, je l'ai fait parce que je ne voulais pas repartir. Et puis, finalement, j'ai continué. Je suis quand même devenu à la fin secrétaire général. Et partant de là, j'ai fait beaucoup de formations en métropole. Je faisais jouer surtout que je n'avais pas été à la formation initiale et qu'il me fallait des formations complémentaires. Et ça me permettait régulièrement d'être en métropole pour suivre toutes les formations. Alors, on revient quand même en Guadeloupe. Bon, de là, on est déjà père de famille, on a construit déjà sa vie, mais on revient en Guadeloupe. On revient jamais en Guadeloupe pour travailler ou on reste que là-bas? Non, je reste là-bas. Je reviens, je commence un emploi, je pars à Marie-Galante, après je retourne ici à Pointe-à-Pitre. Je ne vais pas travailler en métropole. J'ai travaillé en métropole après mon diplôme pour avoir un peu d'expérience, mais c'était l'histoire de quelques mois et tout, pas plus. Alors, on arrive, parce que comme j'avais bien dit, hein, c'est un récit de vie, c'est une autobiographie de Mas Gravelot, je vous le montre, hein, la porte qu'il ne fallait pas ouvrir. Et bien là, on arrive à cette fameuse porte. Alors, la porte qu'il ne fallait pas ouvrir, d'où m'est venue l'idée aussi de ce titre-là. J'avais un collègue d'un certain âge et il se moquait de moi. Il me disait, moi, je suis entré par la grande porte. Parce que lui, il revenait de Paris, il avait passé ses examens à Marseille et tout. Alors, il disait, moi, je suis entré ici par la grande porte. Et moi, je me suis dit, bon, eh bien, écoutez, moi, je vais pousser cette porte-là et je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai poussé la porte, je suis arrivé, j'ai commencé à prendre des initiatives, ce qui plaisait, j'étais bien vu, j'ai commencé à accéder à des échelons, à avoir des responsabilités dans le groupe Anti-Guyane, donc je m'occupais, j'avais des responsabilités en Martinique, en Guyane, et donc de là,
je me suis dit, bon, eh ben, c'est bien. Oui, Ce plafond de verre n'existe pas parce que je suis là. Ouais. Je suis dedans. c'est ça. La porte est trouvée. Mais c'était sans compter sur les 4 dernières années qui allaient venir. Alors, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on va dire que vous n'étiez même pas vraiment dans... Vous étiez dans la salle d'attente. Oui, j'étais là, tranquille. Ouais, tranquille. Dans la salle d'attente, à dire que je suis arrivée, mais aux 4 ans avant la fin de la carrière, patatrac. Vous vivez quelque Patatrac. chose de C'était terrible. terrible, diabolique. Alors, moi, je suis là tranquille. J'attends mes 4 années pour finir. Mon directeur me dit, écoutez, moi, je vous donne une promotion. Ouais. Jusque-là, ça va. On ne peut rien demander de plus. Ah oui. c'est- Mais il me dit, attention, hein, il faut signer votre engagement pour partir à la retraite. J'ai dit, oh, mais ça s'apparente à un vulgaire chantage. C'est ça. Ça Alors, donne de quoi de mesure. J'ai dit, moi, je ne suis pas blasé au point d'accepter n'importe quoi après 38 années de carrière. Hein. Bon, c'est quoi votre histoire? Ah non, vous savez la règle, quand vous accédez à ce grade-là, il faut partir. J'ai dit, oh. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je revois mes notes et tout. Je vois que notre DRH à Paris m'avait donné des instructions, m'avait donné les règles, et lui aussi, il les avait reçues. Donc, ça n'avait pas été fait dans la concertation. Donc, tout Alors, tout il passe m'a de laissé travers. cette petite porte entrebâillée. J'ai Ouais. dit, bon, écoutez, je suis désolé de vous dire que ça n'a pas été fait dans la concertation, donc je ne peux pas accepter votre offre. Ouais. Donc, on refuse l'offre une première fois. Une première fois. Il est fou furieux, il ne comprend pas, il me dit, c'est pas possible, on donne une promotion, il veut pas. L'année d'après, il revient à la charge, rebelote, il me dit, alors j'ai dit non. Là, ça, Ouais, c'est trop. c'est trop. Il change puisque, pas de fusil, en d'autant plus. plus, vous ne changez pas. D'un iota. D'un iota, vous ne changez pas les règles. Oui. Alors non, j'ai écrit à Paris, je leur ai dit de clarifier ma situation. À ce moment-là, ils me disent, oui, mais nous, on ne veut pas se mêler avec vos... Faites votre sens, c'est une sortie interne, quoi. Ouais, c'est votre prise de vue avec votre directeur. Nous, on examine les dossiers complets. Si vous n'avez pas votre lettre d'engagement, c'est niet. Alors là, c'était... j'ai mis le feu aux poudres, là. Ah oui, parce qu'effectivement... Alors, j'ai eu la direction contre moi, j'ai eu toute la hiérarchie contre moi, mais en fait, il y avait quelque chose derrière ça. Alors justement, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit comment, c'est vrai qu'on est dans une société où on se dit on a tout fait dans les règles de l'art, comme on explique dans votre parcours, vous avez pris les diplômes qu'il fallait, vous avez assisté à des formations qu'il fallait, et là, avant de partir, après 38 ans, vous faites 2 propositions refusées, et là, on vous somme de partir là-bas, vous êtes convoqué. Oui. Alors, Alors là, la question que je me suis posée, on ne pouvez pas faire ça sur place? Alors non, parce que là, c'est une règle. Toute la hiérarchie est en métropole. Vous savez, s'il faut expliquer un peu comment c'est fait, tout ça, on ne va pas s'en sortir. Ah ouais, Mais c'est comme ça. d'accord. Mais avant l'issue parisien, oui, les il y a Parisiens, il y a eu quand même des échanges et tout. Et j'avais bien compris qu'ils voulaient me pousser. Il y avait plein de petits messages qui passaient. C'était une forme de harcèlement. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'étais formé par T.B. Keller, le process de T.B. Keller. J'ai fait le module 1, module 2. Donc, je savais comment il fonctionne. C'est ça. Et j'avais bien compris que le harceleur, il a une méthodologie Une mythologie que, grâce à cette formation, vous avez... que j'ai pu déceler. D'accord. Et donc, moi, j'avais décelé que c'était un expulseur de deuil. Et donc, lui, il avait tout placé, tous ses déboires, il avait mis en moi. Et chaque fois qu'il me voyait, eh bien, c'était l'étincelle. Mais j'ai tenu bon. Et alors, j'arrive à Paris, conseil de discipline. Donc, il a monté un dossier épais avec des éléments farfelus. J'arrive à Paris, on me dit, asseyez-vous ici, une pièce un peu comme ça, austère, dans un sous-sol. Ils étaient 25 métropolitains. Moi, je suis là. Petit nègre qui sort dans ce Bertrand, qui arrive. Ils sont tous à côté de moi. Alors, ils me posent des questions rafales. J'ai dit non, je ne peux pas répondre tout le monde en même temps. Ouais. Donc là, on fait le grand, là. Alors, ils ont dit, Là, on mais se c'est quoi redresse. ça? C'est quoi ça? Ouais. On est en train de prendre une sanction contre lui. En plus, il rouspète. Qu'est-ce que vous avez en main? J'ai dit, c'est mon iPad. Vous n'avez pas de WhatsApp, emmenez-moi ça. On a séquestré mon iPad. J'ai dit, vous voulez pas ma tête aussi pendant que vous y êtes? Ouais.
Alors là, ils n'ont pas compris. Et ça, c'est une technique. On m'avait donné la technique. Ouais. Quand vous arrivez, on veut vous perturber. Il faut les perturber d'abord. D'abord, tout à fait. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et là, ils ont paniqué entre syndicats, entre eux. Ils ont commencé à se chamailler. Le syndicalisme, même pour lui, c'est un objet de curiosité. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Et regardez sa notation. Il est bien noté, ses appréciations. On a dit aux syndicalistes, taisez-vous. Ouais. On posera la question à huis clos. D'accord. Et ils sont partis. Je suis resté dans le couloir en train de faire les 100 pas. Ils arrivent, ils me disent, bon, mais écoutez, monsieur, on a pris la sanction à l'unanimité, sanction numéro 4, vous dégagez. Si vous avez des congés, vous les prenez tous. C'est terminé. Ça oralement. C'est terminé, oralement. Donc, vous rentrez au pays. Donc, le harcèlement, est-ce qu'il continue? Parce que ça, vous subissez, non seulement vous avez subi un harcèlement au travail, mais en plus, il y a eu un dénigrement au niveau de la direction au plus haut placé. Ah oui, bien sûr. Bon, ça, il faut avoir des éléments palpables après pour prouver cela. C'est ça. Parce que c'est très vicelard, hein. Quand ils vous écrivent, il faut toujours savoir ligne entre les lignes. Les tournures de phrases. Donc, mais ça continue. Et puis, comme j'ai eu un accident de la circulation, un accident déclaré, ils m'ont fait une commission de réforme sous le dos, disant que vous n'êtes pas malade. Et j'avais un expert qui m'a expertisé, il y avait mon IRM, il y avait tous les examens. Et ils n'ont pas voulu entendre parler. Et c'est où, moi, je regrette encore d'avoir poussé cette porte-là. Ouais. Parce que j'ai trouvé un Antillais comme moi-même qui s'est mis d'accord avec eux pour donner un certificat disant que je ne suis pas accidenté. Un médecin? Oui, un médecin, que je suis capable. Alors celui-là, j'ai déroulé la pelote parce que quand j'ai vu déjà, il communiquait mon dossier médical à mon employeur, ça, il n'a pas le droit, c'est formellement interdit. Tout à fait. En plus, il communiquait par Internet, ça on ne peut pas. Si vous n'avez pas l'autorisation de la ZIP Santé avec des serveurs sécurisés, il ne faut pas oublier que j'étais un informaticien. C'est ça. Donc, vous n'avez pas le droit. C'est ça. Alors, je l'ai transmis, je l'ai poursuivi jusqu'à l'ordre des médecins. Il n'a pas su me répondre. Il a essayé de... J'ai dit, écoutez, pas vu, pas pris. Maintenant, voilà votre expertise. Il est arrivé comme par hasard chez moi, avec mes fiches de paye. Donc maintenant, vous reconnaissez bien le cachet. Vous reconnaissez bien votre écriture. Vous reconnaissez bien à qui vous l'avez adressé. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de me présenter vos excuses par écrit. Il n'a pas voulu. Alors, il n'a pas voulu. Il a joué à cache-cache et tout. J'ai dit, attention, parce que si vous ne me présentez pas vos excuses, je vous traduis au conseil de discipline. Et c'est ce qui s'est produit en Martinique. On arrive au conseil de discipline, il prend un Ferru du barreau qui arrive, qui fait les 100 pas, il est tout content. Moi, je n'ai pas d'avocat, il va m'écraser. Quand on arrive à la procédure, je dis au président, je retire ma plainte. Alors, il n'a rien compris. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il aura comme sanction? Radier à l'ordre des médecins, c'est très rare qu'on le fait. Un blâme, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'excuse et qu'il ne refait plus ça. Par contre, il y a deux volets. Il y a le volet pénal et il y a le volet disciplinaire. Et moi, je pouvais le traduire au pénal. Tout à fait. Là, il aurait été condamné lourdement, ça aurait été des difficultés. Je lui ai dit, bon, écoutez, vous avez voulu me faire perdre mon pain, mais moi, je veux vous protéger. Je retire ma plainte. Alors justement, Max, quand on écoute ce récit, d'où te sort cette force? Parce que quand on entend, même quand vous, chers téléspectateurs, prenez le temps, achetez le livre, quand on lit le livre, on se dit, mais à un moment donné, nous répétons en câble, c'est pas possible. Ben, personne ne comprend. Moi-même, je dis que je suis un phénomène de la nature. Parce qu'en fait, quand je partais à Paris, je vois tous mes collègues affectés et tout, je leur dis, ne vous inquiétez pas, hein, je pars à Paris, mais ils vont rien me faire. Au pire, ils me disent la porte, mais je suis déjà arrivé à la limite de l'âge. Je prendrai ma retraite. Mais je savais que moi, j'étais capable de les mener la vie de jour aussi. C'était du donnant-donnant. J'ai pris des coups, mais j'ai donné aussi.
Mais on ne va pas raconter la fin, parce que si on raconte la fin, Eh ben oui, ils vont pas acheter le livre. Non, on peut qu'acheter le livre là. Mais c'est pour vous dire. Alors, justement, quand on lit, on fait quand même une juxtaposition de ce vécu dans ce qui se passe dans beaucoup de sociétés, d'entreprises antillaises. Absolument. D'ailleurs, les formations de T.B. Keller, moi, j'ai eu la chance de faire ces formations-là parce qu'à l'époque, c'était où il y avait la vague de suicides à Thales et à France Télécom. Et l'État français s'est dit non, il faut arrêter parce que trop de gens meurent. Il faut former tous les secrétaires généraux dans la fonction publique pour qu'ils puissent savoir comment manager. Donc, moi, je savais déjà comment faire et je les attendais venir. Si bien que, comme moi, je lui écrivais une lettre. Il disait à ma secrétaire, si M. Gravelot dépose une lettre, n'attendez pas, hein, même si l'heure est passée, vous emmenez le paraffaire tout de suite pour moi. Hein, parce qu'il a besoin de savoir qu'est-ce que je dis. Et à ce moment-là, il appelle ses 2 adjoints, il s'enferme dans le bureau en train de scruter la lettre, regarder tout ce qui n'allait pas. Et ça, je comprends que je le gênais. Parce que lui, il est directeur, il ne peut pas avoir affaire à quelqu'un chaque fois qu'il lui dit quelque chose. Il est dans la vérité, surtout. Et il ne sait pas. Ouais. Il ne sait pas en plus. Il ne sait pas c'est quoi la ZIP. Il ne connaît pas. Parce que eux, ils sont formés dans les grandes écoles pour être directeurs, mais pas pour manager. Ils ne savent pas manager. Ils ne connaissent pas les rouages du management. En plus, ça me fait 40 ans de boîte. Je connais tous les services de A à Z. C'est ça. Donc, il est mal. Et comme il avait besoin de faire venir ses copains, ses copines à la place... On y revient encore, parce que c'est vrai que vous allez découvrir qu'on parle bien, c'est pas un management, c'est pas un point noir management, c'est effectivement un blanc France qui manage l'entreprise et qui effectivement veut donner votre place à une autre personne. Et puisque, comment ça fonctionne? Nous sommes à La Réunion, parce qu'on a beaucoup d'avantages, on travaille, on gagne bien notre vie, on nous mute en Martinique, et bien tout le monde en Martinique. Après, on nous envoie en Guyane, et bien tout le monde en Guyane. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, je les appelle des fonctionnaires migrateurs. Effectivement. Très bon. Alors, justement, c'est vrai que le temps court très, très vite, il ne nous reste pas. Alors, s'il y avait une chose à refaire, la phrase, dans tout ce parcours. Dans mon parcours, s'il y avait une chose à refaire, j'aurais pris des précautions avant de défendre mes compatriotes. Parce que le grand regret, c'est pourquoi je dis je regrette d'avoir ouvert cette porte-là, c'est que j'ai trouvé, pas beaucoup, mais j'ai trouvé parmi mes compatriotes des gens qui abondaient dans le même sens qu'eux. Et je disais que on n'arrête pas l'histoire. À l'époque, c'était, pendant la période, c'était livre-moi ton frère, tu auras ta liberté. Et je retrouve ça encore. Puisque la personne qui s'est associée à mon directeur, en fait, voulait mon poste. Et ce qui s'est passé, on ne lui a pas donné le poste. Elle-même, et par la honte, elle est partie en métropole. Alors, c'est vrai qu'on disait normalement en off que pas suffisamment de personnes ne témoignent, ne dénoncent ces états de fait. Alors, le but justement de cette lecture, le but de cet ouvrage, quel était? Alors, le but, c'est de pousser les victimes de dénoncer. Mais je dis de faire attention, parce que c'est vrai, il y a un risque. Et beaucoup de gens se disent, bon, je suis à 2 ans, 3 ans de la retraite, on me harcèle, mais je reste jusqu'au bout et je partirai après. Une fois j'ai ma retraite, tant pis pour les autres. Mais il faut qu'on renverse cette tendance-là. Il ne faut pas dire tant pis pour les autres, parce que nos générations futures, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, pour nos générations futures, qu'on puisse voir que vous venez d'Anse-Bertrand, de Vieux-Fort, des endroits les plus reculés de Pointe-à-Pitre, vous avez droit au respect. Il faut qu'on nous respecte. Et quand nous, entre Antillais, on va comprendre que si on ne se respecte pas, on ne va pas nous respecter, eh bien, nous, on restera au point de départ. C'est ça le problème. Un très beau mot de la fin. Savoir aussi, et ça, c'est... on a pour preuve, ce livre se vend très, très bien, même est dévoré. Où est-ce qu'on peut trouver, s'il y en a encore? Alors, le gros souci,
c'est que les éditions Nestor a produit, mais les gens arrachent ce livre. Ouais. On ne le trouve pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce matin encore, je suis passé à la librairie générale. Ils m'ont dit, on vient de commander et on en aura. D'accord. Donc, on n'a peut-être pas cru au départ. C'est ça. Mais maintenant, depuis que j'ai eu quand même une émission sur une radio concurrente, les gens cherchent à connaître. Tout à fait. Et de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Donc, le livre se vend très, très, très bien. Donc, j'invite à tous les Guadeloupéens, notamment tous les Ansois, ils devraient avoir ce livre-là, parce qu'en fait, c'est une réparation pour tout le tort qu'on nous a fait. Vous vous rendez compte, un directeur nous disait, quand vous irez après Tapit, vous verrez des gens parler anglais, français, ne fuyez pas. Hein. Ouais. Tellement que vous... oui, parce qu'on nous dévalorisait et ils nous disaient, pas que oui, restez là. Ouais. C'était en quelque sorte ça. Donc, j'invite à tous les Ansois, le maximum d'Ansois, surtout de ma génération, d'acheter ce livre et de le garder précieusement pour leurs enfants, leurs petits-enfants. On saura ce qu'on a fait de nous et comment on s'en est sorti, parce que parmi tous mes amis, je ne connais pas beaucoup qui sont restés sur le carreau. Hein. Alors justement, il faut le lire pour ceux qui l'ont. Et le petit mot de Max, effectivement, et c'est effectivement quand on lit, on prend toujours la première page et on regarde derrière. Et puis, ce qu'il dit est vraiment, c'est vrai que ça touche. Je lui disais même que tout le monde se retrouve. J'étais résignée à tout. J'ai accompli mon devoir jusqu'au bout. J'ai bu le calice jusqu'à la lie. Certes, on n'efface pas l'histoire, car elle se répétera encore et encore si personne ne brise la loi du silence. Voilà pourquoi je tenais à écrire cet ouvrage. Mon drame était d'avoir gravi tous les échelons pour ensuite briser le plafond de verre qui existait au sein de ma direction. J'imagine que beaucoup de salariés luttent avec l'énergie du désespoir contre l'ensauvagement de certains directeurs qui bousillent des vies par un management pathogène et agressif. J'aimerais sincèrement aider les victimes. C'est d'ailleurs le but de ce livre. Le prix de la liberté, c'est le courage. Pourquoi donc se taire quand on a l'intime conviction que dire la vérité est un devoir absolu? C'est magnifiquement dit. Tout est relaté. Tout est dit dedans. Voilà. Mes chers téléspectateurs et Facebook, les gens qui sont sur les réseaux, sincèrement, ce livre, je le redis, il se laisse lire. Mais au fil de la lecture, c'est pour ça que franchement, je suis content que tu sois venu sur mon plateau pour que je puisse te rencontrer, te voir. Parce qu'on le vit au quotidien. On entend des personnes dire qu'on reste dans notre coin, qu'on n'ose même pas passer des concours parce qu'on sait qu'on est dévalorisé. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le management, surtout ici en Guadeloupe, on peut en trouver, et que c'est pas facile. Et on est quand même au 21e siècle et on continue quand même à subir. Donc, grâce à des témoignages, grâce à des personnes telles que vous, merci. On veut dire qu'il y a encore de l'espoir parce que vous avez brisé le silence aujourd'hui. Absolument. Vous l'avez vraiment brisé. Je l'ai brisé et je pense que d'autres suivront, puisqu'il y a toujours un début à tout. On va rapidement, avant de le finir, parce que l'heure avance, il faut remettre l'antenne. J'ai choisi, c'est vrai qu'il y a un couvre-feu très bientôt, ça commence à 19h jusqu'à 5h. Mais on a encore des petits événements qu'on peut encore y aller. Donc, je vous propose 4 types d'événements pour les jours à venir. Alors, pour ceux qui veulent, le 17, il y a une invitation café littéraire, les cafés de l'Arawak, avec Moneta Leader pour son livre Le poids de l'héritage, à 18h30. Consommation, bien entendu, obligatoire, et puis réservation, parce que tout le monde ne peut pas y être. Donc, vous appelez l'hôtel Arawak pour pouvoir réserver vos places. Nouveau regard, le festival qui démarre aujourd'hui, ce 15 avril jusqu'au 18 Festival cinéma, 4e édition. Vous verrez des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. Allez sur le Facebook de Nouveau Regard parce que, bien entendu, avec les conditions sanitaires et ce qu'a annoncé le préfet hier, il y aura des petits changements. Mais ce festival continuera, ouvrira ses portes dès ce soir pour pouvoir les refermer le 18 avril. The Name of the Game Benito, toujours vernissage
aujourd'hui à 18h30, les cafés littéraires de l'Arawak. Donc, ceux qui sont intéressés, comme on dit, à consommation obligatoire, mais toujours téléphoner avant d'y aller, allez sur la page Facebook de l'Arawak Beach Resort, où vous aurez toutes les informations. Et puis, on a entendu il n'y a pas longtemps, la Soufriya de Saint-Vincent à Fédicienne, Solidarité Guadeloupe, pour chaque pack d'1,5 litre acheté, CAPES offre un pack solidaire, agissons ensemble. Donc, vous pouvez effectivement faire un paiement à distance. Contact téléphonique 05 90 38 23 10, 05 90 92 10 82. Une action qui se fait en partenariat avec le CORECA qui va acheminer l'eau vers les zones sinistrées. Donc, c'est tout pour l'agenda événement culturel de ce jeudi. Il est déjà 16h56. Je tiens à remercier Jordan pour la réalisation. Mais avant que je ne quitte ce plateau, vous avez vu, je fais ça tous les jeudis. On remercie Sans Mêlé, les créateurs de Sans Mêlé, on va dire Angela Davis, vous avez pu le remarquer, quelqu'un qu'on ne présente plus. Donc, si vous voulez effectivement voir de belles choses, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment. De plus en plus, on entend avec tout ce qui se passe que les magasins se ferment, les restaurants se ferment, les cinémas se ferment, les théâtres se ferment. Mais les créateurs ont aussi, il faut y vivre, c'est normal. C'est des Guadeloupéens, c'est des mondes qui c'est des pères et des mères de famille. Il faut leur donner la force. Donc, allez à la boutique Sans Mêlé, à la rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre. Et je peux vous assurer, vous trouverez des choses magnifiques. Habilleurs, accessoirisés par Sans Mêlé. Chaque jeudi, je leur dis Big Fuss. Je leur fais de gros beaux, comme on dit, parce que sincèrement, ils y donnent du cœur et ce n'est qu'un plaisir pour moi de porter leur création. Donc, je remercie Max. Franchement, Max, merci de ta venue. Oui. Merci pour ce livre. Merci pour ta franchise, parce qu'il en faut. Oui. Et surtout cette leçon. Zoton, la vérité. Rien que la vérité. Il ne faut pas nous trébucher. On a envie des fois de se dire, il faut tenir. Mais il faut tenir bon. Très bel exemple de parcours professionnel, très bel exemple de lutte pour pouvoir garder la tête haute. Merci et puis, bonne continuation et surtout beaucoup de succès. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur le Facebook. Les amis, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités, d'autres événements. Merci Jordan pour cette réalisation et je vous dis à jeudi. Restez connectés, pas lagués.